Aujourd'hui, tout le monde va vous dire que le métier d'interprète, le métier de traducteur, ça va encore, mais le métier d'interprète va disparaître. Il y a des machines, il y a le Google Translate que je n'aime pas parce que très souvent, les agences s'adressent à nous en demandant de réécrire un petit article traduit par quelqu'un qui appuyait sur le bouton Translate que vous voyez sur l'image. C'est un travail double. On dit, enfin, les interprètes et les traducteurs sérieux disent non, merci. On ne fait pas ce travail parce que c'est beaucoup plus facile de traduire le texte à la main, un texte normal comme on est habitué à le faire, que de retraduire ce qui avait traduit le Google Translate. Le Google Translate est pratique pour les choses qui demandent seulement juste une compréhension pas très détaillée, mais en gros, c'est très pratique pour traduire les lettres, les messages, c'est très pratique pour traduire éventuellement la liste des produits. Mais pourtant, on peut avoir des choses assez drôles. Aujourd'hui, ils sont très sophistiqués. Et ils ont beaucoup évolué. Et là, mes collègues racontent que, écoute, mais c'est quand même une qualité très, très bonne. Mais on voit toujours quand il y a un bug qui apparaît, il y a toujours des fautes, mais vraiment très, très drôles. Je ne sais pas, j'avais travaillé dans une association humanitaire française qui s'appelle Handicap International. Et il y avait un document, Handicap International, c'est une association humanitaire qui vient à l'aide aux personnes les plus démunies, etc. Et donc, une fiche de présentation. Handicap International a été, donc ce document a été traduit par le Google Translate ou l'équivalent. Ну и там везде они переводили это как международное затруднение. Если у вас еще нет международного затруднения, то мы придем к вам. C'était très drôle, on a beaucoup rigolé. Et aujourd'hui, donc ça se voit, ce n'est pas très coté chez les professionnels. Ils voient la Google Translate, c'est pas, comment dire, c'est pas comme il faut, comme on dit. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de nous? Vous avez aujourd'hui les interprètes Google, les traducteurs Google. Il y a une partie de demande qui n'existe plus. Si avant, à chaque message, à chaque petite lettre, on s'adressait à nous en disant traduisez-nous, etc., etc., il m'est arrivé de traduire des conversations téléphoniques. Il y avait un service de traduction de conversations téléphoniques entre les hommes d'affaires, mais pas que, aussi pour des choses très personnelles. Hein. On servait de traducteur en ligne téléphonique. Mais aujourd'hui, donc, ce service ne marche pas parce qu'il y a tous les gadgets qui existent aussi. Est-ce que ce métier est vraiment en voie de disparition? Oui, peut-être. Mais les meilleurs vont rester, comme toujours, les plus forts vont rester. Et peut-être après cette grande période du digital, on aura besoin quand même d'un contact personnel, d'un contact avec quelqu'un qui sait, d'un contact professionnel. D'une belle traduction, d'une belle interprétariat, parce que c'est toujours la participation à une coopération. C'est un travail d'équipe humain, qui va peut-être rester dans l'élite ou dans les élites, pas financières mais intellectuelles. Et ça va peut-être être une belle piste de coopération. Ça va bien sûr changer, tous les métiers changent et aujourd'hui je vais vous en parler. J'avais travaillé par exemple avec des coiffeurs. Ils ont dit, écoutez, il y a 50 ans, on faisait un type de coiffure. On faisait nos coupes d'une certaine manière. Aujourd'hui, tout a changé, la mode a changé et le mode de couper les cheveux a changé. Les ciseaux ont changé, tout a changé, tout change.
heureusement, hein, on progresse. Le métier d'interprète change aussi et il y a des nouvelles demandes, des nouveaux défis du métier. Je vais commencer par les derniers parce que c'est très actuel. Le travail en ligne. Aujourd'hui, je pense que ça va rester quand même, ça va rester longtemps. La pandémie va peut-être continuer ou que la demande sera pareille, etc., etc. On va demander le travail en ligne. Ça, c'est peut-être une partie du métier à part, avec ses difficultés, avec moins de contact physique qui compliquent les choses. Parce que de temps en temps, en adaptant les respirations, vous pouvez faciliter la traduction. Vous traduisez de manière naturelle et ça devient quelque chose de biologique, si on peut le dire, de physiologique. Le travail en ligne vous demande, comme dans notre travail avec vous, ça demande des efforts supplémentaires parce qu'on n'a pas le contact émotionnel ou rien du tout. On parle avec notre écran, notre moniteur, etc. et pas avec la personne. Et on nous demande des efforts supplémentaires. Dans la traduction, c'est encore plus fort parce que vous devez sentir les deux parties. Vous devez écouter. Le son n'est pas toujours très bon. La qualité de contact, de connexion n'est pas toujours bonne, technique, etc. etc. Donc, vous devez toujours vous casser la tête pour ne pas perdre le fil de l'idée, pour bien écouter. Donc, ça m'arrive de temps en temps, ça m'est arrivé au début pour la médecine, pour une traduction qui n'est pas très facile. Pourtant, la technique marchait bien, tout va bien, mais j'étais très, très fatiguée après 1 heure de travail, super épuisée. Donc, il faut s'y habituer. Donc, c'est le nouveau défi du métier, exactement. Vous avez la diminution de demandes. Sur le marché, il y a de moins en moins de demandes parce qu'il y a la pandémie, parce que la situation politique internationale russe n'est pas favorable au contact, aux nouveaux contacts. Mais je pense qu'il faut être prêt à une nouvelle page de l'histoire, à une nouvelle page de notre contact avec les autres. Et je pense que ce jour va absolument arriver parce que la coopération, l'apprentissage mutuel, les contacts entre les pays, c'est la chose la plus précieuse qui existe, d'accord, et la plus progressiste qui existe. C'est pour ça qu'on apprend d'ailleurs tous ensemble le français pour pouvoir lire, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être dans un monde ouvert et un monde plein d'amitié. L'amitié, c'est ce qui fait bouger l'humain. Après, la polyvalence. Si avant, il y avait plein de traducteurs, mais ça existe encore aujourd'hui, qui étaient spécialisés dans leur domaine. Par exemple, les personnes qui travaillaient que dans la médecine. C'est très bien, c'est très professionnel. Ils sont profondément dedans. Mais aujourd'hui, comme il y a peu de demandes et la personne, elle doit vivre quand même, hein, elle doit accepter les nouvelles propositions. Hein. Quand on m'a dit un jour, j'ai jamais été dans le domaine technique, ingénieur, j'avais jamais avant travaillé avec les choses trop techniques parce que c'est pas mon domaine d'intérêt, je n'y comprends rien, je suis une fille et c'est des choses un petit peu compliquées pour mon cerveau. Mais un jour, on m'a dit, on a besoin de vous, on a besoin d'interprètes pour traduire les systèmes des frigos chez Auchan. D'accord, dans tous les magasins Auchan, ils ont installé le nouveau système de frigo pour conserver tous les produits, voilà, le système de congélation. Ça a été un défi pour moi parce que j'ai dit oui en me disant mais qu'est-ce que je fais, mais il faut. Hein. De temps en temps, il faut s'essayer dans quelque chose de nouveau. On m'a envoyé plein de bouquins. J'ai travaillé 2 semaines, jour et nuit, en essayant de comprendre quelles sont les connexions, comment ça se dit, etc., etc. Il y a plein de choses que je n'ai pas comprises finalement, mais je connaissais la traduction exacte.
втулки, всякие гайки, разнообразные технические компоненты en russe et en français, je savais les traduire. Je ne savais pas toujours ce que ça signifiait. Et le jour J est arrivé, j'arrive, il n'y avait que des hommes dans la salle, il y avait une cinquantaine d'ingénieurs. Il y avait l'ingénieur, le chef du service ingénieur du système de congélation qui est venu de France, et ils ont parlé technique. Ils ont installé sur les écrans les grands schémas électriques, frigorifiques, les gaz, enfin n'importe quoi. Donc, l'essentiel, c'était de bien traduire ce qu'il disait. Et avec étonnement, je remarquais que grâce à mon apprentissage et à ma préparation, moi, je ne comprenais pas grand-chose, mais eux, ils se comprenaient super bien. Normalement, ils peuvent se comprendre même sans interprète parce qu'ils ont un schéma qu'ils comprennent tous et ils le savent par cœur. Mais quand en plus l'interprète dit les bons mots et traduit et essaye au moins de comprendre jusqu'à une certaine limite ce qui se passe, donc il sera vraiment coté. On m'a dit, est-ce que vous avez une formation d'ingénieur? Et ça a été un compliment pour moi. Donc, je ne m'étais pas étonnée sur ce que je disais, parce que de temps en temps, quand le mot est nouveau, et il y a certains interprètes qui disent ce mot, mais en s'étonnant, parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Mais non, il faut faire l'air comme si vous prononciez ces mots tous les jours. C'était quelque chose de très courant. Et donc, ça se passe très bien. Et en plus, il y a le contact entre les ingénieurs qui se comprennent très bien. Et ce contact humain est beaucoup plus important. Et là, vous êtes vraiment là où il faut. Vous faites ce qu'il faut parce que vous participez à ce processus enrichissant. La fidélité au style, ça, tous vos professeurs vous le disent. Il y a des styles soutenus, moyens, familiers. Il faut les conserver. On travaille avec ça et c'est obligatoire. Le style, c'est la manière de parler de la personne et comme on transmet la personne, on ne peut pas se permettre de ne pas garder son style. Impartialité, rester transparent et neutre. Très important. Parce que quand le sujet vous intéresse, enfin, les frigos, ça ne m'intéressait pas. Mais il y a pourtant des sujets qui m'intéressent. La psychologie, la psychiatrie, même la médecine. Enfin, la médecine, moins. Mais le théâtre, les émotions, etc., etc. Donc, ça vous remplit. Et très souvent, l'interprète a envie, c'est très humain, de sortir de son métier et de commencer à dire son avis. Ça, c'est exclu. Vous allez le dire à la maison, à vos amis ou même après la traduction à votre client ou à la personne, à votre collègue qui va peut-être vous poser la question, Natacha, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont vos impressions? Là, vous pouvez dire ce que vous pensez. Mais quand vous êtes traducteur, vous devez être pas un miroir, mais une vitre transparente. Neutre. Vous ne devez pas dire je suis pour lui ou pour elle. C'est pas à vous de dire votre avis. Vous traduisez tout court. Вот с матом. Как быть с матом? Переводить или не переводить? C'est grossier, ce sont les mots grossiers, ce sont souvent les émotions, mais je pense qu'il faut tout traduire comme vous pouvez, mais tout traduire. Si la personne veut le dire, vous êtes là pour tout traduire. Je ne suis pas sûre pour la traduction politique. Je ne sais pas combien de guerres on a évité combien de guerres grâce aux traducteurs. Grâce à la diplomatie, etc., etc., on ne traduit peut-être pas tout et on a une idée derrière, etc., etc. Mais je ne sais pas, c'est une question très compliquée. Parce que de temps en temps, les hommes politiques sont ingérables et il faut au moins quelqu'un avec une tête plus raisonnable. Mais ça, c'est une autre question. Mais quand il y a des personnes qui rentrent en conflit, c'est leur vie. Vous traduisez ce qui se passe et peut-être ce conflit va les aider à progresser ensuite.
D'accord? Vous participez, vous ne faites pas, c'est pas à vous de choisir quoi traduire et quoi ne pas traduire. Et bien sûr, gardez le style. Rapidité, on en a déjà parlé, expressivité. Aujourd'hui, c'est très demandé. Vous vous souvenez, vous ne vous souvenez pas, mais nos parents, par exemple, quand ils regardaient, mais peut-être les vieux films traduits par quelqu'un, il y avait toujours une voix monotone derrière. Dans les années 60, 70, il y avait une raison, non, il y avait une raison certainement pour qu'on ne les reconnaisse pas, il y avait donc une subtilité, mais quand même, ce type de traduction, même dans les vieux films, quand c'est traduit de manière monotone un petit peu, ça allait et c'était très populaire. Mais aujourd'hui, vous n'avez que des doublages faits par les acteurs. C'est toujours une traduction artistique. Et même si vous traduisez une conférence, si vous traduisez un événement, on demande de vous de plus en plus cette traduction expressive. И даже называется экспрессивный перевод. C'est très demandé aujourd'hui parce que peut-être les hommes, l'humain a tellement besoin de nouvelles sensations. On est tous dans les sensations, dans les gadgets. Tout le monde veut attirer notre attention par quelque chose, par une image avec des grandes couleurs, hein, etc., etc. Donc, une voix monotone ne va pas. Mais pourtant, il faut être très limite parce que quand vous avez une personne que vous traduisez et qui a plutôt un caractère calme, qui a une voix calme, et vous commencez à faire le clown, ça ne va pas parce que vous ne transmettez pas sa personnalité. Donc, être expressif, c'est-à-dire de ne pas montrer votre personnalité, mais de montrer la personnalité de l'autre personne. Très souvent, ça se passe naturellement. Si la personne parle tout doucement, ça chuchote, vous commencez à parler pareil. D'accord? L'intonation est super importante. Quand la personne commence à crier fort, vous commencez aussi à parler plus fort, etc., etc. Ce sont des choses très naturelles parce que vous devenez lui un petit peu, mais en russe. La qualité, la précision, bien entendu. Il y a aussi le côté humain qui aujourd'hui est très demandé. Et je pense que ça va être la première demande très bientôt parce qu'on est privé de contact humain. Et même ça a commencé avant la pandémie. Je veux dire, j'accompagnais les personnes qui avaient besoin d'un contact psychologique. Et dans notre équipe d'interprètes, il y a ceux qui disaient, enfin tout le monde disait, écoute, j'ai l'impression que je deviens un psychologue. Hein. Je suis interprète, mais je deviens psychologue parce que on prend ton conseil, on veut savoir ton avis, on a peur d'aborder les autres, mais toi, tu es la personne de référence. Enfin, il ne faut pas exagérer, vous n'êtes pas psychologue, vous êtes là, vous êtes professionnel dans votre domaine, mais comme vous avez dit, Arsenie ou puis les autres, que la connaissance des cultures, les connaissances des autres choses de la vie en général est très importante. Donc, vous êtes comme un sage à qui on demande, vous êtes neutre, et tout le monde vous dit, est-ce que, voilà, ça m'est arrivé, par exemple, il nous arrive plein d'histoires drôles. À un moment donné, j'avais traduit un salon business de vente de produits alimentaires avec, on vendait, je ne sais plus, там какие-то куриные гуски или куриные гуски там они продавали. Et il y avait un commerçant russe qui voulait acheter chez les Français donc un camion de cette marchandise. Et je traduisais, j'étais super professionnelle, neutre, transparente, enfin tout ça. Et la personne a dit à la fin, как вы думаете, покупать мне это или не покупать? C'était très drôle parce que j'ai bien sûr répondu que c'est pas mon métier, ça ne me concerne pas, je n'y comprends rien du tout dans le business. Moi, je suis que traductrice, je vais vous traduire tout ce que vous voulez. Mais ça a été un signe de confiance.
ça a été un signe d'un coup de main que vous pouvez donner. Et ça, de temps en temps, si on participe à la création des contacts entre les gens, de contacts entre les compétences, les connaissances, les cultures, ce qui est vraiment précieux dans notre métier. C'est physiologique, c'est un plaisir physiologique. Pour beaucoup, hein, pour tous mes collègues pratiquement, ils disent que quand on sent ce contact, on sent des petites... ça me donne de la chair de poule, ça me fait chaud au cœur, c'est physique, un sentiment physique. Donc, le côté humain, ça va être triplement plus important. Et là, je suis absolument sûre. Et puis après, le premier point que j'ai noté, et je pense que ça va être aussi parmi les premiers, si on veut vraiment participer à une société ou au moins garder notre personnalité intacte et saine, c'est le code éthique, l'honnêteté, les qualités personnelles. C'est très important. Qu'est-ce que j'appelle par le code éthique? Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière et ça peut arriver à tout le monde, à tous les interprètes, tous les traducteurs. On me dit, écoute, tu es interprète, tu vas aller sur le stand voisin, ça a commencé par le business et puis après, j'ai eu la même histoire dans un autre contexte et tu vas écouter ce qu'ils disent et tu vas nous traduire. Tu es interprète. Et je dis oui, mais je suis interprète et pas une espionne. Il faut être vraiment strict, limiter ses côtés professionnels, ses côtés éthiques. Il y a de temps en temps les choses éthiques qu'on ne peut pas se permettre et je pense que ça fait aussi la richesse de notre métier. Ça m'est arrivé, bien sûr, je vous ai dit, il faut tout traduire, etc., etc. Ça m'est arrivé, bien entendu, de casser les règles, de violer les règles qui sont obligatoires. Ça m'est arrivé pour des raisons éthiques. 2 fois dans ma vie, c'était une erreur professionnelle, mais je pense que ça a été une victoire humaine de ne pas traduire certaines choses. Certaines choses, 2 fois dans ma vie, c'était les propos par rapport à une personne que j'ai décidé de protéger. Il y a aussi, donc c'était une erreur professionnelle, je l'avoue, ça ne doit pas, c'est pas à moi de choisir ce que je traduis, ce que je traduis pas, mais j'ai fait ce choix et j'en suis fière. Donc, de temps en temps, il y a des règles, mais de temps en temps, on va les violer et on va peut-être gagner. Il faut toujours penser au code éthique. Si on le conserve en tête, tout va aller très bien dans votre métier professionnel, dans le respect de votre métier aussi, et dans les possibilités, les nouvelles possibilités de votre carrière professionnelle. Là, j'en suis sûre.